Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc à cette entrevue un peu spéciale via Facebook pour les raisons que l'on connaît. C'est sûr qu'on aurait préféré la faire au Jardin de Métis autour d'un monté littéraire, mais malheureusement cette année c'est pas possible, nous sommes vraiment désolés. On se reprendra l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on est vraiment content et heureux de vous retrouver après cette interruption. Même si elle est juste virtuelle, c'est quand même mieux que rien. Donc voilà. Pour vous qui êtes sur Facebook, qui nous suivez sur Facebook, à la fin de cette entrevue, il y aura une petite période de questions. Donc Julie, qui cadre en ce moment avec son téléphone notre entrevue, pourra prendre les questions, puis nous les répéter et les poser directement à côté de moi. Voilà, donc nous sommes en direct du Château Landry à Montjoly, donc un haut lieu patrimonial chargé d'histoire. Et ça tombe bien en fait, car de patrimoine et d'histoire, il va en être question avec mon invitée d'aujourd'hui, une grande voyageuse qui a posé ses valises dans la région, le temps d'une résidence de création. Donc ça fait, elle est là depuis le 29 juin. Bonjour Alexandra Gilbert. Bonjour, oui. Alors Alexandra, vous êtes originaire de Montmagny. Vous avez fait carrière en développement international, qui vous a fait voyager dans 35 pays, donc une vie quand même assez trépidante, si j'ose dire. Puis vous décidez de tout arrêter pour vous consacrer à l'écriture. Donc en 2017 sort Gourgane, que j'ai ici. En 2019, une nouvelle parue dans le recueil des disparus de Lis chez Québec Amérique, parue en 2019. Et il y a également une autre nouvelle qui devrait sortir en 2020. On va y revenir tout à l'heure. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un peu de votre parcours de vie qui est quand même assez particulier. Oui, ben c'est ça, quand c'est ta vie, tu trouves jamais ça très particulier, mais je comprends que ça puisse intriguer. Parce qu'effectivement, je suis native de Montmagny. Fait que c'est une petite ville de 12 000 habitants sur le bord du fleuve. Je viens d'une famille qui n'était pas plus politisée qu'une autre, d'un milieu, somme toute, assez standard, mis à part peut-être qu'on sortait les fins de semaine en campeur Volkswagen pour aller courir les antiquités. Mais il n'y a absolument rien, moi, qui me prédisposait à travailler en développement international. Puis c'est venu vraiment très, très jeune, cette envie-là de découvrir le monde, de voyager, de sortir du Québec, de prendre l'avion. Et puis un voyage en emmenant un autre. À un moment donné, je voulais toujours aller plus loin. Je voulais toujours aller dans des pays moins évidents, dont on entendait moins parler. Et puis, de fil en aiguille, donc un peu comme tout le monde, de stage en expérience bénévole pour une ONG à Montréal qui s'appelle Alternative. Un stage de 6 mois au Vietnam avec une autre ONG. Et puis, le stage de 6 mois qui s'est finalement transformé en séjour d'1 an à Hanoï. Ensuite de ça, j'ai fait des études de maîtrise en géographie. Et là, je suis retournée au Vietnam pour faire mon terrain de mémoire. En revenant, je voulais vraiment, vraiment travailler en développement international, en gestion de projet. Et puis, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, c'est sacré projet. Puis ensuite, à la suite de tout l'histoire de vie finalement, t'arrêtes tout, puis tu te consacres à l'écriture. Puis je vois ça, je rappelle, ça fait depuis le 29 juin que tu es en résidence de création au château. Et puis, je sais, est-ce que tu pourrais nous présenter ce prochain projet qui vient 3 ans après Gourgane? Oui, absolument. Ben, en fait, en 2018, moi, j'ai entrepris une transition de carrière. Donc, j'ai vraiment quitté le développement international, je dirais, pour me poser, pour que ça arrête de bouger un peu. Puis surtout, c'est qu'à force de travailler sur des projets un peu partout dans le monde, j'ai réalisé que je travaillais vraiment sur des problématiques qui étaient très près de mes valeurs, près de mon cœur, mais qui étaient très loin de chez nous et du territoire qui est mien finalement. Donc, je me suis
fait, j'ai eu un emploi alimentaire, mais qui m'a vraiment permis de me reposer, puis de m'installer. Et puis, cet emploi-là, en fait, ou cette transition de carrière-là, a surtout coïncidé avec la santé de mon père qui se détériorait et donc le besoin de le placer dans une résidence en sécurité. Donc, de casser maison, puisque c'est revenu à moi de disposer de son patrimoine et de vendre la maison familiale. Donc, ce projet-là, disons, l'idée de ce projet d'écriture-là, c'est ma propre expérience de me retrouver du jour au lendemain avec une collection d'antiquités québécoises du 19e siècle. Donc, je ne sais absolument pas quoi faire. Donc, ce projet d'écriture-là, c'est l'histoire de Marie, qui, dans son cas à elle, à la mort de son père, doit disposer de son patrimoine, mais Marie n'a pas du tout de conscience patrimoniale. Donc, c'est quelqu'un qui, au sortir de l'enfance, a voulu vraiment s'affranchir de cet environnement-là qu'elle trouvait très lourd, très figé dans le temps. Donc, elle est tombée dans un monde qui est à l'opposé de celui de son père. Donc, un monde basé sur la consommation excessive, l'achat en ligne, la disposition des biens via des clics, puis une espèce de parade d'objets, de biens constants. Une vision Ikea un peu du patrimoine, qui n'est pas du patrimoine finalement, c'est plus une vision Ikea de la vie finalement. Oui, exactement. Et puis, donc, le père de Marie, sachant que sa fille n'avait pas trop d'affinité patrimoniale, dans son testament, il a inséré une condition. Donc, Marie doit absolument disposer les biens de façon moralement responsable et de façon à finalement respecter son travail à lui, qui a été toute sa vie de sauver ces biens immeubles-là de la destruction ou de l'oubli. Donc, Marie va être confrontée à différents mondes, à commencer par le monde de son couple, donc très Ikea, comme tu dis, mais aussi celui d'un antiquaire, qui est un ami de son père, celui d'un survivaliste, qui est également dans un monde complètement opposé, où là, ce n'est pas les biens qui sont le plus importants, mais le savoir-faire. Et en fait, moi je voyais un parallèle avec Gourgan. Donc, dans Gourgan, pour resituer un peu, on est en Afghanistan avec un personnage qui quitte justement le Québec le plus loin possible, qui va dans le pays le plus loin, en Afghanistan, on est en pleine guerre. Et dans Gourgan, donc, le personnage est confronté par le voyage, en fait, permet au personnage d'être confronté dans sa vie, qu'il essaie d'échapper à sa mère. Là, ici, dans ce nouveau projet, donc c'est plus un retour au cœur même du Québec, avec la vision du père. Donc on s'éloigne de la mère dans Gourgan, on se rapproche du père plus dans ton prochain projet. Je veux savoir si la démarche d'écriture est quand même la même, parce que quelles sont les... En fait, est-ce que la démarche d'écriture est la même? Je dirais qu'à la base, Gourgan est inspiré effectivement des nombreux allers-retours que j'ai faits entre Montréal et Kaboul entre 2007 et 2012. Je gérais un projet de droits des femmes là-bas. Et puis, dans mon prochain projet, c'est aussi basé sur une expérience personnelle qui est la disposition des biens de mon père. Mais là où il y a vraiment une différence majeure, c'est que quand j'ai commencé à écrire Gourgan, c'était vraiment pour faire le deuil de mon travail en Afghanistan. Donc, on est en 2012, l'organisme pour lequel je travaille, Droit et démocratie, ferme ses portes. Donc, je me retrouve finalement dans mon condo, à Villeray. Puis, somme toute, je trouve que la vie est un petit peu plate, là, après des années d'adrénaline. Donc, ce que je décide de faire, c'est de ressortir toute ma correspondance de mes années afghanes pour tout simplement me replonger dans ce que j'ai vécu, de ce que j'écrivais à mes collègues, à mon entourage. Puis, en lisant, donc une cinquantaine de pages de correspondance, je décide de faire un recueil, vraiment pour mon entourage. Puis là, à force de placer la correspondance, de jouer dans le texte, tout ça, veux pas, je me suis dit, coudonc, c'est dommage particulier ce que j'ai pu vivre. Puis, ça a suscité un certain nombre de questions. La première étant, comment ça se fait que je
je me suis retrouvée là. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a absolument rien qui me prédisposait à faire non seulement le métier de gestionnaire de projets internationaux, mais encore moins de me retrouver en zone de conflit. Donc, c'est comme ça que petit à petit, à force d'écrire, j'ai voulu trouver des réponses loufoques à des questions vraiment sérieuses et très personnelles. Et puis, c'est ça, ça finit par devenir un roman. Alors que le projet sur lequel je travaille actuellement, en toute connaissance de cause et en toute lucidité, je m'y suis attelée en sachant que je travaillais sur un roman. Donc, ça a commencé par une demande de bourse que j'ai faite au Conseil des arts et des lettres du Québec, que j'ai obtenue pour travailler sur mon projet, dont le titre provisoire est « J'essaie seulement de gérer ta mort ». Et puis là, j'ai un travail d'écriture qui est beaucoup plus conscient. C'est très différent pour moi, c'est beaucoup plus structuré. C'est pas le même personnage. Est-ce qu'on a affaire au même personnage, en fait, finalement? Est-ce que c'est une suite à Gourgane? Est-ce qu'on pourrait le voir comme une suite? Ah non, pas du tout. Non, dans Gourgane, on parle vraiment d'un personnage très pétillant, très allumé, qui est vraiment, qui confronte aussi beaucoup à la fois sa mère, à la fois son passé. C'est une grande aventurière, alors que dans mon projet actuel, c'est une fille tout à fait rangée, tranquille, qui a fait d'étranges choix de vie adulte, considérant l'enfance qu'elle a eue. Et puis, mais c'est un personnage qui va énormément cheminer par la disposition des biens. Donc, c'est quelqu'un pour qui la mort de son père est un événement déclencheur majeur. Justement, en parlant de ça, je t'inviterai à nous lire un petit extrait de ce nouveau projet, nouveau roman, donc, pour le moment, qui s'intitule, dont le titre provisoire est « J'essaie seulement de gérer ta mort ». Lorsque je pénètre dans l'hôpital, je me sens chancelée. La faim sûrement. Mon regard dérive vers une télé. L'Australie brûle toujours. Je m'assois un moment, le temps de faire taire le cri de mon père qui résonne dans ma tête. Marie. Je trouve en ces images de fin du monde un refuge qui retarde le moment de rejoindre la chambre où mon père est décédé. Je les savoure. Sur l'écran, je vois un homme et derrière lui, un ciel rouge, brouillé. La caméra tangue au rythme des vagues contre lesquelles se frappe la chaloupe dans laquelle il s'enfuit. Son regard, qui traduit la stupéfaction et la panique, va du caméraman au rivage qu'il vient de quitter. Le reste de son visage est recouvert par un masque qui laisse entrevoir les mouvements de sa bouche. Il articule des mots que je n'entends pas, puisque le volume de la télé a été coupé. Cet homme fuit la mort et la dévastation qui lèche le confort de tout ce qui est sien, de tout ce qui lui est connu. Je comprends bien sa déchirure. Il rejoint une plage où des centaines de ses semblables, arborant le même air inquiet, attendent en silence, surpris par le spectre de la destruction, hébétés de se retrouver sur cette bande de sable incertaine, coincés entre la mer et le feu. Ces villégiateurs qui, quelques jours auparavant, avaient encore le cœur léger, croyant peut-être que la trajectoire du vent amènerait ailleurs le grand feu et qu'ils seraient épargnés. Les vacances ne sont-elles pas faites pour être heureux? Je quitte l'écran des yeux et je me lève. Au bout d'un corridor, je trouve la chambre aseptisée portant le numéro 311. Près du lit vide, un infirmier me rejoint. Il me tend un petit sac contenant les effets personnels de mon père. Quel paradoxe! Mon père, qui, comme le répétait ma grand-mère, courait le patrimoine, et qui, de son vivant, a amassé tant de meubles et d'objets anciens du Québec du 19e siècle, n'était entouré, dans l'antre de la mort, que de quelques vêtements fabriqués en Chine et au Bangladesh, de même que d'articles de toilette anodins. Je n'ai jamais compris la passion de mon père pour le patrimoine, qui a pris toute la place dans sa vie. Il n'y a dans cette chambre aucune trace d'un quelconque passé qui aurait appartenu à quelqu'un en particulier. Ici, les histoires humaines s'achèvent, repartent avec ceux et celles qui y survivent ou qui périssent. La mort est anonyme, les souffrances sont interchangeables.
L'infirmier mentionne un trousseau de clés que mon père tenait dans sa main au moment de sa mort. Devant mon silence, lui qui a l'habitude de réconforter ce qui reste me dit « Il n'a pas souffert », m'offrant machinalement au passage ses sympathies. Les formalités sont terminées, je n'ai plus rien à faire ici. L'infirmier m'observe. Son regard s'attarde sur moi, alors que je prends place dans la barque qui est mienne. Il s'attarde sur le mouvement de mes bras, qui actionnent péniblement les rames, car je suis forcée de me diriger moi aussi vers une plage où m'attendent les miens, ceux et celles qui se sont fait ravir toutes les certitudes par l'inconnu et dont la vie s'écroule. Dehors, le ciel est d'un bleu franc. La lumière du soleil n'a aucune entrave, si ce n'est que la journée débutera sous peu son déclin. Cette lumière me déstabilise. Je me dirige vers ma voiture avec le sac de mon père. Instinctivement, j'y plonge la main, j'agrippe le trousseau de clés. Je le serre à mon tour très fort, souhaitant maladroitement y découvrir l'empreinte des derniers instants de mon père. Pourtant, je n'y trouve aucune chaleur humaine. Mes doigts s'égarent sur la forme lisse d'une ancienne clé, plus robuste que les autres, qui, elle, se réchauffe au contact de ma peau. Je caresse la douceur de son métal. Une clé qui déverrouille des époques lointaines, révolues, forgée par un artisan, cachée parmi des clés contemporaines. Si elle s'est faufilée jusqu'ici, c'est qu'elle doit bien servir à quelque chose. À l'arrivée à la maison de mon père, le vieux pick-up bleu est là, dans la cour. J'ai l'impression que mon père m'attend. Je ne suis certaine de rien, j'ai le cœur qui tangue. Je prends la clé la plus récente du trousseau que l'infirmier m'a remis. J'enfonce dans la serrure bien huilée et la porte s'ouvre devant moi. Je suis saisie par cette odeur si particulière, celle de la maison de mon père, unique comme celle de toutes les maisons. Mon regard embrasse le rez-de-chaussée, une aire ouverte dans laquelle la cuisine, la salle à manger et le salon sont aménagés. L'endroit est parfaitement rangé. Tous ces objets, petits et plus massifs, immobiles, figés dans la maison, ils y sont tous encore, ils y ont toujours été, du temps où ma mère était en vie, du temps du reste de la vie de mon père qui a continué à accumuler. C'est pire que dans mes souvenirs. Je regarde effarée autour de moi. Mon corps frissonne. Alors que ces meubles et ces objets m'envahissent, je sens le poids de leur histoire s'insinuer en moi. Ils agrippent mon cœur et le serrent. J'ai le souffle qui ne passe plus. Tout ce poids immatériel, insaisissable, celui des origines, de l'histoire, celle des meubles comme de la mienne. Mes épaules s'abaissent et moi, je m'enfonce dans le sol. Je veux aller le plus loin possible, m'enfoncer si loin qu'il n'y aura plus de réalité. J'espère seulement que tout cela ne m'appartient pas. Et on se doute que tout lui appartient. Oh, merci. J'avais des questions, mais je vais sauter directement à celle-là. Comment t'es inspiré, par ces objets centenaires dont tu as disposé? À quel point dans ton processus d'écriture ils ont été présents? Tout ce poids immatériel-là que je mentionne, je l'ai effectivement ressenti, tout comme la responsabilité morale de placer les meubles comme j'avais placé mon père en résidence, par respect pour sa passion à lui, puis par devoir aussi de mémoire à quelque part. J'avais vraiment envie de bien faire les choses, puis c'est certain que c'est un patrimoine aussi auquel je pense toute la famille était très attachée. Donc, il y a eu vraiment ce souci-là qui a fait en sorte que finalement, j'ai réalisé que c'est très difficile de vivre des deuils quand tu as à gérer la disposition des biens. Et est-ce que l'écriture sert à les traverser? Comment est-ce qu'elle les traverse? Je crois que ça permet d'objectiver des
des émotions ou du vécu sensible, mais ça permet aussi, et ça, moi, c'est quelque chose que j'adore écrire, des scènes de pétage de coche. Donc, quand tu as tellement été en retenue dans des situations où tu te retenais ou que tu imagines que ton personnage a à se retenir pour pas perdre la face, pour pas justement s'effondrer devant tout le monde dans un contexte particulier. Puis là, tu l'as, ton personnage est sur le bord du gouffre, sauf que lui, il peut y aller. Lui, il peut péter sa coche solide. Moi, écrire ces scènes-là, là, c'est un grand bonheur. On va y revenir un peu tout à l'heure, un peu plus tard d'ailleurs. Mais avant, comment une résidence d'artiste peut aider justement, peut t'aider à travailler ton projet? Ça fait plus d'une semaine, même 2 semaines quasiment que tu es ici. Comment ça structure? Comment ça peut aider, une résidence peut t'aider à structurer ton travail? Ben, c'est vraiment précieux des espaces comme ici au CLAC, parce que ça nous permet vraiment de nous éloigner de notre quotidien. Donc, bon, quand même, il y a une petite cuisine ici en haut, fait que je me fais encore à manger, mais mon entourage est averti que je vais être moins disponible, il n'y a pas de lave sécheuse, donc là, on n'est pas toujours dans le ménage, dans la gestion de la vie domestique, dans le quotidien. Fait que dans la tourelle, ici, en plus, je me sentais comme un petit cocon. Fait que ça permet vraiment de passer du temps de qualité sur le projet d'écriture. Puis j'entendais une entrevue récemment de Roxane Bouchard qui parlait du mythe de l'inspiration. Puis c'est pas vrai qu'on se lève un matin puis qu'on est inspiré, puis que tout d'un coup on est en plein milieu d'un stationnement, puis qu'on a une attaque d'inspiration. Bien sûr, il y a toujours des idées puis que tu notes dans un petit carnet, mais ici, je me lève le matin, je m'assois dans ma tourelle à la table, puis j'écris. Que ça sorte ou que ça sorte pas, je m'astreins à rester là. Puis pour donner un exemple concret de ce que c'est, nous les auteurs, on parle toujours en termes de nombre de mots. Là. Mais disons que quand je suis arrivée ici, j'avais 40 000 mots d'écrits, ce qui est à peu près 160 pages. Puis là, l'exercice que j'ai fait avant de partir de Montréal, c'est d'imprimer mon texte et de commencer à me relire, donc à annoter le manuscrit pour, disons, le rendre plus cohérent. Donc ici, ce que j'ai commencé à faire, donc c'est tout le travail de réécriture. Donc là, de 40 000 mots, moi, je suis passée à 32 000 mots. Mais je vais quitter demain avec un nouveau 40 000 parce que j'ai retiré des chapitres, j'en ai rédigé des nouveaux. Et puis là, je suis rendue un peu, disons, dans le tournant, c'est-à-dire que il va me rester là, les parties, les chapitres de la fin, là, à boucler les boucles finalement jusqu'à la conclusion. Fait que en fait, c'est un travail énorme, même si on regarde ça d'un point de vue quantitatif, c'est pas là que ça s'est joué. Là. Okay. Puis, donc, tout ce travail de réécriture, d'écriture, de réécriture, ça a été vraiment important. Je voulais savoir également, j'ai entendu certains artistes qui témoignaient du fait que la Covid, par exemple, je vais revenir à ça, mais la Covid-19 apparemment a été un frein pour la création, pour certains artistes. Je voulais savoir ton vécu toi, par rapport à ça, comment ça a été? Est-ce qu'une résidence de création, ça t'a permis de sortir un peu de ce quotidien-là qui est encore là? La preuve, on en est la preuve vivante, vu qu'on fait encore une entrevue par une Facebook Live. Donc je voulais savoir ton ressenti par rapport à ça. Ben, c'est sûr qu'au début, à la mi-mars, ce qui était bien fatigant, c'est l'inconnu par rapport à la COVID. Fait que c'était difficile de se couper complètement de la réalité et de ce qui se passait. La tentation était vraiment de se tenir au courant, d'essayer de mieux comprendre, d'être en contact beaucoup aussi avec les proches. J'ai jamais été aussi en contact avec mes proches. J'étais au Pakistan, puis je communiquais pas autant. Puis à un moment donné, ben, ça s'est calmé. Puis j'ai pu quand même là, me consacrer à l'écriture, faire des petits mandats à travers ça. Puis, mais c'est sûr qu'ici, c'est vraiment le scénario idéal. Puis il y a très peu de résidences d'écriture comme au CLAC à travers le Québec. Fait que c'est vraiment très, très important, surtout pour les auteurs de la relève, parce qu'il y a aussi moins d'opportunités d'avoir accès à des résidences internationales, puisque ça prend un certain
Pakistan. Je voulais retourner à Gourgane, en fait, donc, qui a été un grand moment pour toi d'écriture, en fait, qui t'a permis de... ton projet d'écriture est vraiment né à partir de Gourgane et ton voyage en Afghanistan. Puis j'aimerais ça t'inviter à nous en lire un petit extrait. Donc je rappelle, c'est un livre publié en 2017 chez Stanké. Oui, puis on va voir, le ton est complètement différent parce que je lisais beaucoup de romans graphiques quand j'ai écrit Gourgane. Puis j'écrivais en pensant vraiment à des personnages plus grands que nature, un peu surdimensionnés, puis très typés. Mais c'est très cinématographique comme écriture d'ailleurs, on est tout de suite, quand on lit Gourgane, on est tout de suite dans l'action, on est dans le mouvement, on est avec les personnages, on n'a pas le choix de les suivre, on n'est pas une vision au-dessus de l'action, on est vraiment dedans, c'est très cinématographique, je trouve, comme écriture. Je me réveille avec l'appel à la prière émanant du minaret, désorienté, décalé. Je veux prendre une douche. Il n'y a pas d'eau chaude. Ma valise est ouverte dans une chambre exiguë. Je sors sur le balcon. Les chambres d'hôtel sont disposées autour d'une cour intérieure. De la galerie, je regarde les gardes de sécurité à la guérite qui rigolent, la Kalachnikov au repos. Je suis arrivée. Une première étape est franchie. J'attends donc, sur la chaise du jardin, dans le périmètre de la cour intérieure. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas quitter l'enceinte de l'hôtel. Pas seule, pas à pied. Te serais-tu réjouie, maman, de savoir que j'allais désormais être enfermée? Je repense à l'annonce de ce grand départ. J'avais donné rendez-vous au tonton anarchiste en face du manoir. On avait marché ensemble jusque chez Malgrand. Écoute, je voulais juste te dire que je pars pour l'Afghanistan. À Kaboul quand même, là, pas à Kandahar. Le tonton anarchiste, il a ajusté ses lunettes épaisses, comme pour prendre une petite pause pour digérer ma nouvelle. Je voulais te le dire à toi en premier parce que, enfin, tu sais, maman, le hashish afghan, l'ancienne route des hippies, c'est comment Kaboul? Bah, c'est une vraie ville, là, avec des boutiques pis tout. Qu'est-ce que ça mange, un seigneur de guerre qui vit en toute impunité à Kaboul? Ça a l'air d'être pas mal comme au resto afghan, sa grande allée. Puis ta génitrice là-dedans, celle qui t'a mise au monde, nourrie au biberon, qui a lavé tes couches en coton, elle doit trépigner de joie. Mais justement, me disait, comme on est tous là aujourd'hui, je souriais. La totale. L'Afghanistan. La destination parfaite pour te faire capoter. J'aurais pas pu rêver d'un scénario aussi parfait. On n'allait pas venir m'enlever à toi. Non, non, non. J'allais moi-même m'enlever de toi. Je me frottais les mains ensemble dans ma tête avec un sourire mesquin. Ce qu'on allait se marier. Kadhafi pouvait aller se rhabiller d'un boubou coloré. C'était de la petite bière. Désormais, ce seraient les hommes du Mollah Omar qui pourraient venir me chercher. Là, on jasait. Le tonton anarchiste, lui, il était content. Toi, tu larmoyais, impuissante devant l'égoïsme de ta grande fille qui s'en allait dans un pays obscur, trop loin. Le tonton anarchiste, il t'a bien replacé. Mais quoi? Tu préférerais peut-être qu'elle soit vendeuse d'assurance, ta fille? Non pas que de famille nous ayons quoi que ce soit contre les vendeurs d'assurance, non. Seulement, de quoi tu aurais bien pu te plaindre si tel avait été le cas? Vendre des assurances, c'est en soi une police d'assurance contre les vicissitudes de la vie, non? Cela aurait été d'un total manque de tragique. Et le tragique, ça, maman, tu aimais bien. Cette destination allait me permettre de te faire paniquer. Ça me réjouissait secrètement. Un conflit armé, un vrai, entre nous deux. Le rêve. J'allais enfin réussir à aller le plus loin possible de toi, maman. Merci. J'aime énormément quand je t'entends, quand tu fais parler la grand-mère, elle a un accent terrible, qui est vraiment québécois, typiquement québécois, et moi j'adore ça. Je voulais savoir si pour toi l'écriture, ça permet, on parlait de la version un peu Ikea du monde, dans ton prochain roman, le personnage veut se couper justement de cette
ses origines finalement. Est-ce que l'écriture permet vraiment de garder une certaine forme culturelle propre, parce que cet accent québécois, moi je ne l'entends pas en France, par exemple. Je l'entends pas quand on va en Belgique, je ne l'entends pas là-bas. Je l'entends que ici. Je voulais savoir si dans l'écriture, ça ne permet pas justement un peu ça, cette manière de garder culturellement. Ben oui, j'avais jamais réfléchi à cette question-là, mais effectivement, il y a tellement de traits culturels qui se retrouvent dans l'écriture, soit dans le dialogue des personnages, soit dans la nourriture, dans l'architecture. Dans le cas de mon deuxième projet, veux pas dans le patrimoine québécois, parce que les meubles prennent un visage, les meubles ont des noms, les meubles, les antiquités québécoises portent souvent le nom ou une appellation qui est reliée aux artisans qui les ont produits, comme par exemple, on a les poteries de Cap-Rouge qui sont célèbres, on a les chaises de Bellechasse. Donc, c'est certain que dans les antiquités québécoises, on retrouve ça. Puis là, ben, forcément, dans ce cas-ci, ça se retrouve dans la littérature. Donc, est-ce que ça permet, en fait, Est-ce que finalement, c'est une forme de lutte contre l'uniformisation d'une certaine forme du monde, finalement? Est-ce que c'est pas une lutte? Ben, c'est sûr que une lutte, en tout cas, c'est inconscient, mais c'est sûr que, comme moi, dans mon cas, l'écriture émerge vraiment d'un besoin, d'une urgence, d'une envie de témoigner aussi de ce que j'ai pu observer, vivre. Donc, veux pas, c'est mon regard subjectif qui traduit tout ça. Et dans ma subjectivité, ben là, mon appartenance culturelle. Oui. Puis qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Parce qu'on parle énormément dans l'actualité du patrimoine québécois qui est mal sauvegardé. On l'a vu avec, j'avais regardé récemment la maison Boileau qui a été démolie. Il y a eu plus proche de nous à Rimouski, on sait que ça va pas très bien avec la cathédrale, avec les ateliers Saint-Louis. Enfin, il y a énormément d'exemples partout dans toutes les régions. Puis je voulais savoir, qu'est-ce que ça te fait, toi? Comment tu prends ce fait du patrimoine québécois qui soit un peu je dirais pas à l'agonie, mais presque en fait, finalement? Oui, bien c'est sûr que moi j'ai été élevée dans des anciennes maisons. Donc, dans ma famille, on ramassait pas juste des antiquités, mais mon père restaurait aussi des anciennes maisons de ses mains, il faisait tout lui-même. Et puis d'avoir été élevée là-dedans, dans la poussière, dans des couches de tapisserie qu'on enlève des murs, dans des cloisons qu'on défait, puis derrière lesquelles on trouve finalement des cheminées, des anciennes armoires qui ont été masquées, tout ça. Fait que c'est certain que compte tenu de mes origines, je trouve ça extrêmement blessant, extrêmement choquant, parce qu'il y a quand même des solutions avant la destruction. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est la maison de mon enfance à Montmagny, qui a été vendue pour une somme symbolique, puis qui a été déménagée et non pas détruite. Donc c'est sûr que ça dépend d'un paquet de conditions là, pour que ce soit possible. Mais c'est extrêmement dommage, puis surtout qu'il y a tellement aussi de belles vieilles maisons qui sont aimées, entretenues, restaurées comme elles étaient à l'origine. Donc, il y a beaucoup de beauté aussi et de fierté d'un côté, puis de l'autre, il y a une destruction, une négligence. Donc, on dirait que c'est ces deux facettes qui cohabitent, mais qui ne devraient pas cohabiter. La facette de la négligence puis de la destruction. Il y a sûrement des actions concrètes qui pourraient être posées pour éviter ça. Je pense par exemple récemment en Beauce, à cause des inondations, il y a plusieurs maisons également qui ont été détruites, dont celle où a séjourné Bénédicte Arnold. Donc c'est une expédition américaine qui était venue pour affranchir le Québec à l'époque. Donc on parle quand même d'un événement très méconnu de notre histoire. Puis c'est une maison qui aurait mérité de survivre. Déjà, par l'écriture, je pense que déjà tu es pas mal dans ce genre d'acte-là. Le fait d'écrire des romans sur le patrimoine permet peut-être déjà aussi comme action de se rendre compte que de mettre ça dans le public, que le public se rende compte qu'il y a des choses à faire quand même. C'est déjà un bon point. Tant mieux. J'ai envie maintenant de partir sur complètement autre chose. On parlait de tes romans, donc Organe, qui est sorti en 2017 chez Stanquet, disponible dans toutes les bonnes librairies.
savoir, il y a également tu fais des recueils de nouvelles, notamment une qui est sortie en 2019 chez Québec Amérique dans Les Disparus d'Élie, qui est le livre bleu qui est sur ta table. Donc en parallèle de ton prochain roman, il y a également tu t'apprêtes à participer au second tome des Disparus d'Élie, ça c'est le tome 1. Le tome 2 va sortir. C'est le tome 2. Pardon, ça c'est le tome 2, le tome 3 va sortir. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Oui, c'est un projet magnifique, puis j'ai eu vraiment une chance extraordinaire de participer à 2 saisons des Disparus d'Élie. Donc c'est une collaboration entre Louis-Armand Bombardier et Québec Amérique qui vise à enfermer littéralement 9 auteurs au studio B12 de Valcourt qui appartient à Louis-Armand. Et au terme du séjour d'une semaine, on doit avoir écrit une nouvelle. Donc là, on se retrouve encore une fois dans une maison patrimoniale, en ce sens où c'est une maison d'architecte des années 70, avec un sous-sol qui est digne de The Shining, une maison vraiment à la très grande portée patrimoniale qui est très, très, très inspirante. Et puis... pas aussi faux que dans Shining, quand même. Dans le cas de certaines nouvelles du tome 2, ouais, il y a quand même des nouvelles qui sont assez hallucinantes ou assez terrifiantes. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est que ça permet justement de sortir de ce que Simon Boulris, d'ailleurs, qui faisait partie de la 2e édition, a appelé nos obsessions et nos sillons. Donc Simon, il disait toujours que quand on écrit, on s'intéresse toujours à nos obsessions, puis on creuse justement un peu le même sillon, ce qui permet aussi au lecteur de nous retrouver d'un projet à l'autre. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que la nouvelle m'emmenait complètement ailleurs. C'est comme si justement cette forme-là me permettait d'explorer d'autres facettes et de me sortir un peu de mes obsessions qui sont finalement des départs et des retours, là, et de l'effondrement, etc. Là. Donc voilà, donc c'est un très très beau projet. Puis il y a le tome 3 qui sort en novembre. C'est un peu le moment où ton personnage, où toi tu pètes ta coche, un peu comme tes personnages que tu aimes écrire. Oui, exactement. Ça me permet de péter ma coche, de m'éclater dans d'autres mondes. J'aurais probablement jamais écrit ce que j'ai écrit autrement que... en me disant, en me faisant dire, Alexandra, ça t'intéresse de participer à ce projet-là? Voici le thème. Donc, la saison 2, c'était Mortel. Et puis, celui à paraître, le thème, c'est Étranger. Donc, c'est sûr que c'est ça. Puis, je pense qu'aussi, ça permet ça. OK. Ben, tu nous en lis un extrait? Oui. Donc, je vais commencer par une petite mise en contexte. Donc, on a le personnage d'Henriette qui se dirige vers le château des Ongles, où elle a donné rendez-vous à son amie Irma. Donc, Henriette, c'est une habituée de la section des annonces du cœur de la revue Le bonheur est dans l'âge. Et Henriette a promis à son amie de l'initier. T'as apporté la revue? Demande Irma. Absolument. Je te laisse découvrir les nouveaux arrivages de Pépé, répond Henriette en lançant un clin d'œil coquin à son amie. Henriette regarde la rangée de fauteuils en cuir trop large, où les pédicures se font à la chaîne, comme dans une usine. Les 2 femmes choisissent des places tranquilles et bientôt, le personnel s'active autour de leurs pieds ridés, déformés par le temps et par les oignons, qui ne retrouveront rien de leur lustre d'antan, même avec la pédicure haut de gamme du château des Ongles. Plus expansive qu'Henriette, Irma a toujours été habitée par une grande légèreté, frisant parfois carrément l'insouciance. Et depuis la mort récente de son compagnon, elle entend bien profiter de la vie. Irma a toujours fait confiance à l'esprit pragmatique d'Henriette et l'a toujours adorée. L'inverse est moins certain. Henriette est indéchiffrable. Lorsque le mari de son amie est décédé, Henriette s'est réjouie d'avoir une complice avec laquelle discuter des hommes. Mais devant l'appétit de vivre de son amie, Henriette s'est ravisée. De la compétition de taille sur le marché des septuagénaires, pense-t-elle. Elle est interrompue par Irma. « Henriette, regarde,
Cette annonce, j'ai un bon pressentiment. Irma tend la revue à son amie, alors que les pieds des deux femmes se perdent dans l'eau tiède. Homme cherche femme. Homme raffiné de 45 ans cherche femme, 65-75 ans, pour rencontre sociale et intime, si affinité. Sérieux à mes heures, je suis un pince sans rire aimant les coups de cœur et qui a réglé ses problèmes avec sa mère. Henriette grimace lorsque la préposée aux ongles lui demande d'allonger la jambe afin de débuter le travail d'élimination des callosités avec une pierre ponce, grimace qui se prolonge à la vue de l'âge de l'homme. 45 ans, s'exclame-t-elle. Irma resplendit. N'est-ce pas extraordinaire? Un homme qui a suffisamment d'ouverture d'esprit pour envisager que l'amour qu'il cherche puisse exister à travers une femme plus âgée. Henriette hésite. La décourager immédiatement ou alors la laisser perdre ses illusions? Après tout, Irma est une sérieuse rivale sur le marché sélect du cœur. En son fort intérieur, Henriette se dit « Irma renoncera rapidement. Elle n'a pas la ténacité des célibataires endurcis comme moi. » Elle décide tout de même de faire une légère mise en garde à son amie, question d'avoir bonne conscience. Si Irma essuie un refus de la part de ce jeune homme, ou si la rencontre s'avère décevante, ou qu'elle ne se passe pas tout à fait telle que souhaitée, car là est le réel danger. Irma, il y a des hommes aux prises avec une haleine fétide qui t'imbibe les narines dès les premiers mots. D'autres souffrent d'une sudation excessive. Il y a des pas très propres qui ont l'oreille dégoulinante de cire. Irma n'a pas écouté. Les yeux rivés sur l'annonce, elle s'exclame. Qu'un homme de 45 ans puisse poser ses mains sur mon corps, ça fait rêver. La préposée aux ongles a commencé l'exfoliation des pieds. Henriette regarde les peaux mortes s'accumuler sur la serviette. Ma peau, pense-t-elle. Tout ce soin apporté à mon corps qui se désagrège, ma peau qui meurt lentement, devenant à chaque jour plus blanche, quasi translucide, striée par le temps et par l'absence de la main d'un homme. Henriette en voulait à tous ces hommes qui n'avaient pas réglé leurs problèmes et qu'elle avait rencontrés ces dernières années. Pendant ce temps, Irma observe Henriette du coin de l'œil. Quelle belle vie elle a eue, mon amie. Ce qu'elle a dû à rencontrer des hommes, mon tour est venu. Elle lance à Henriette. Franchement, avec les dernières années passées avec un mari si ennuyeux, j'ai bien envie de me divertir un peu. Comment je m'y prends? Henriette considère qu'elle a fait son boulot d'amie. Elle réfléchit et stratégique, décide donc de l'encourager à poursuivre vers cet échec annoncé. Surtout, pense Henriette, Irma pourra me servir d'éclaireur, ce qui est un atout non négligeable. Elle lui répond donc, c'est simple, tu réponds à l'annonce. Puis, avant de clore leur rendez-vous par la pause du vernis, Henriette saisit un flocon et, faisant mine de trinquer, dit « Rouge pour amour ». Donc là, c'est ça. Toi, tu l'as lu, tu connais la suite. Ouais, je connais la suite, j'en parlerai pas plus, mais je ne vais pas dévoiler des punchs, mais il y a quelque chose de beaucoup plus humoristique, en fait. C'est quelque chose de... On est loin, c'est plus... il y avait de l'humour dans Gorgane, Gorgane était parsemé d'humour, mais là, c'est vraiment... J'ai l'impression que tu creuses le sillon de l'humour beaucoup plus, de l'humour noir. Oui, là, c'est de l'humour noir. Non, mais je vois bien en court-métrage, en fait. J'adorerais ça. Ce serait magnifique. Quelque chose comme David Fincher qui pourrait réaliser quelque chose comme ça, ce serait chouette. Tu parlais énormément de joie dans l'écriture. Je dirais que tu t'es vraiment amusé à l'écrire, ça, beaucoup plus que les autres, finalement, ou c'est... Je dirais différemment des autres. Oui, différemment des autres, parce que c'est quand même la première fois que je vais dans quelque chose d'aussi humoristique, mais d'aussi noir, en même temps avec, je pense, une certaine sensibilité, parce que toute la réflexion sur l'âge, vouloir être belle encore, se sentir désirée, tout ça, aimer aussi. Donc, c'est un mélange de plein des affaires. D'ailleurs, si jamais il y a des cinéastes dans le coin, n'hésitez pas, c'est un super bon
c'est un très beau matériel pour choses comme ça. Merci beaucoup, Alexandra Gilbert. Je donnerai peut-être la parole maintenant à notre public sur Facebook. Alors je ne vous vois pas, je ne sais pas qui nous regarde, mais s'il y a des questions, si vous nous voyez, Julie qui cadre en ce moment de manière magnifique et remarquablement bien, pourrait prendre les questions, puis nous les dire, et puis on transmettrait du coup à Alexandra qui pourrait répondre tout de suite. Donc, la parole est à vous. Julie me fait signe que déjeunez-vous. Non, mais si on n'a pas plus que ça, merci beaucoup Alexandra Gilbert. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce monde d'après? Ouais, ben là, le monde d'après, je ne sais pas si on est dans l'après-Covid ou dans l'après-écriture, mais en tout cas, mon premier souhait, c'est vraiment de mener ce projet d'écriture-là à terme et qu'il soit publié. Et puis, j'ai envie aussi de continuer à m'amuser et dans l'écriture, mais et dans ma vie professionnelle aussi, donc à faire des mandats tripants. Je ne suis pas en développement international, il y avait beaucoup de responsabilités. C'est vrai, on s'était dit qu'on parlera un peu de c'est quoi la gestion de projets internationaux. C'est des grosses structures, c'est de la gestion des ressources humaines, des budgets, tout ça. Donc, j'ai vraiment voulu transiter vers des mandats avec moins de responsabilités, qui prennent moins la tête pour que justement que je puisse me dégager un espace mental pour pouvoir plus travailler mon imaginaire puis des projets d'écriture, mais j'ai encore envie de travailler en gestion de projet, mais vraiment plus à l'échelon local. Donc, c'est mes deux souhaits. En tout cas, on vous le souhaite, on nous le souhaite aussi, parce qu'on a hâte de vous lire. Merci beaucoup. Si, juste une dernière question, ça sort quand, le prochain livre? Il sort quand? Oui, là, je dois terminer l'écriture, donc je pense que j'en ai encore pour quelques mois. Puis ensuite, il y a tout un processus d'édition qui se met en place, donc jusqu'à l'insertion du livre dans un calendrier de publication. Donc, c'est vraiment, ça risque de prendre encore une bonne année, certain. Bon, on l'attendra en tout cas de pied ferme. Merci beaucoup Alexandra Gilbert. Merci beaucoup. Merci à vous, merci au CLAC de m'avoir accueilli. Je me répète, mais c'est vraiment tellement précieux des espaces comme ça. Puis j'aimerais ajouter aussi que mes livres vont être disponibles à la bibliothèque de Sainte-Flavie. Donc, si jamais vous avez envie de me lire, je vous invite à aller voir Lise là-bas ou encore d'aller en librairie à Rimouski. Et Montjoly. Et Montjoly. Je lis beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, public distancié. Et merci à vous derrière vos écrans d'avoir participé. Donc c'est ça, donc les livres d'Alexandra Gilbert sont à la librairie Liboukou de Montjoly, à la librairie L'Alphabet de Rimouski et puis donc bibliothèque Olivar Asselin de Sainte-Flavie. D'ici là, prenez soin de vous, mouchez-vous dans vos coudes et à la prochaine.